perspective, donc, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. Valéry Giscard d'Estaing, 30 juillet 1992, RTL. Alors, deuxième devinette, l'Europe est la réponse d'avenir à la question du chômage, en s'appuyant sur un marché de 340 millions de consommateurs, le plus grand du monde, sur une monnaie unique, la plus forte du monde, sur un système de sécurité sociale, le plus protecteur du monde, les entreprises pourront se développer et créer des emplois. Alors, Mitterrand, Delors, toi. oui, c'était pas mal, ça brûlait. C'est Michel Sapin. Michel Sapin, 2 août 1992, le journal du dimanche. Et puis, je termine par une dernière devinette. C'est principalement peut-être sur l'Europe sociale qu'on entend un certain nombre de contre-vérités. Et ceux qui ont le plus à gagner de l'Europe sociale, notamment les ouvriers et les employés, sont peut-être les plus inquiets sur ces contre-vérités. Comment peut-on dire que l'Europe sera moins sociale demain qu'aujourd'hui, alors que ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion? On veut pas la violence. Écoutez, c'est probablement notre prochain Premier ministre. Alors, deuxième devinette, qui est probablement notre prochain Premier ministre, c'est Jean-Marc Ayrault. Aubry. Probablement. La probabilité très forte que ce soit lui. Vous voyez que nous serons bien dotés également avec Marc. Alors, quelques mots d'introduction pour vraiment un coup de cerf pour nous demander où nous en sommes dans l'Union européenne et particulièrement dans la zone euro. La Banque centrale européenne, par exemple, envisage un nouveau prêt géant aux banques. Ce n'est pas tout à fait au cœur des interventions immédiates, mais après avoir prêté 2 000 milliards d'euros, il s'agirait de prêter encore 1 000 milliards d'euros aux banques, parce que la situation des banques reste très inquiétante. Pour des résultats d'ailleurs qui sont mitigés. On pourra y revenir. En Grèce, il est question d'un 3e plan d'aide pour une somme de 11 milliards d'euros qui serait versée plusieurs fois en 2014 et 2015 sous le même système, c'est-à-dire des prêts des États qui ont déjà mis la main à la poche et qui vont aggraver la dette publique des États qui prêtent, puisque les causes de l'augmentation des dettes publiques, c'est précisément les prêts à la Grèce et des États. Ensuite, ce que l'on peut observer, c'est que les pays qui appliquent l'austérité ont vu leur dette publique exploser. C'est Eurostat lui-même, l'Institut statistique de l'Union européenne, la Commission européenne, qui le dit. Alors que l'austérité était censée résoudre le problème de la dette publique. C'est l'inverse qui se produit. Et si on regarde les graphiques sur les pays, sur 4 pays qui sont là, à gauche c'est la Grèce, et ce sont les années de trimestre 1, trimestre 4 de 2012 et trimestre 1 2013. Vous regardez à gauche la Grèce, ensuite le Portugal, l'Irlande, l'Espagne. Et bien ça ne fait qu'augmenter. Alors que ce sont les pays qui connaissent les politiques d'austérité les plus violentes. Ensuite, cette réalité est revenue. Regardez ce titre du journal des Échos, qui est de juillet 2013. L'Europe impuissante face à l'envolée de la dette. Et ils font le bilan et on voit que ça augmente. Pas seulement dans les 4 pays que je viens de citer, mais ça augmente également
aux Pays-Bas, ça augmente en France. Et donc, on voit l'inefficacité totale de cette politique. Au total, nous sommes très loin de la sortie de crise avec les politiques d'austérité, avec les politiques qui sont menées. Par exemple, on nous dit dans les médias, il y a une campagne en ce moment qui laisse croire qu'on sortirait de la crise, qu'on serait proche du retournement. François Hollande explique qu'à la fin de l'année, la courbe du chômage va s'inverser. On nous dit que l'Espagne est sur la bonne voie, etc. Toutes les mini-frémissements que l'on peut observer sont survalorisés pour essayer de faire croire que nous sommes sur la bonne voie. Prenons le cas de l'Espagne, parce qu'il est caricatural. C'est vrai que l'Espagne, après 9 trimestres consécutifs de récession, la récession c'est un pic négatif, vient d'avoir un pic positif, mais de 0,1%, c'est-à-dire peanuts. Et c'est maintenant une croissance sans emploi, petite croissance sans emploi, c'est-à-dire que même s'il y a un petit retour de la croissance, cette croissance se fait sans emploi. Et il y a de grandes inquiétudes à avoir. Par exemple, l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, qui est un institut de conjoncture keynésien, dirigé par Jean-Paul Fitoussi depuis pas mal d'années, qui fait un travail correct sur l'analyse de la situation économique. Et c'est un organisme, et Jean-Paul Fitoussi en particulier, qui sont pro-euro, pro-Union européenne, fédéralisme, plutôt de tendance social-démocrate, mais keynésien. Et voilà ce que dit l'OFCE. Ils disent, selon les tenants de la rigueur à marche forcée, l'amélioration du climat conjoncturel dans la zone euro, dont je vous parlais à l'instant, illustrerait les premiers bénéfices de la stratégie de consolidation budgétaire telle qu'elle a été conduite depuis 2010. L'explication de l'OCDE est la suivante. On peut plutôt voir dans l'embellie de la conjoncture en zone euro la conséquence des arrangements institutionnels qui ont permis de contenir la crise des dettes souveraines et qui ont consisté à faire endosser le risque de détention de dettes souveraines par les tiers via une forme de mutualisation. Traduction. Certes, il y a un petit regain de croissance extrêmement faible, mais il n'est pas lié du tout aux politiques d'austérité. Il est lié au fait que la Banque centrale européenne a acheté sur le marché secondaire beaucoup de titres des États et que le mécanisme européen de solidarité a lui aussi commencé à entrer en action. Ce qui signifie qu'on a finalement déplacé le risque et que les marchés financiers ont été plutôt rassurés par le fait de savoir que les risques directs en achetant des titres d'État étaient moins élevés désormais avec cette mutualisation. Seulement, le problème consiste à déplacer le problème. Le problème n'est pas réglé, il est déplacé, il est reporté dans le temps. Donc c'est ce que vous dites l'OFCE en parlant d'arrangement institutionnel. Ce qu'ajoute l'OFCE, c'est qu'en 2009, il y avait un début de reprise économique après le choc de la crise de 2007 et 2008, et que ce début de reprise économique a été cassé précisément par des politiques d'austérité menées par l'Union européenne à partir de 2010 en particulier, parce qu'en s'attaquant au déficit budgétaire, en plein redémarrage, ils ont cassé le redémarrage. Or, la question, c'est justement
de permettre un appel, un soutien de la politique budgétaire pour encourager la relance. Ils ont fait une politique contracyclique, c'est-à-dire contre le cycle économique de relance. Ils ont fait une politique exactement procyclique, non, contracyclique, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que le cycle était positif. Ils ont cassé le cycle alors qu'il fallait une politique procyclique, encourager cette croissance par un appel au déficit budgétaire, parce que quand on veut faire une relance économique, on augmente le déficit budgétaire pour permettre l'investissement et la consommation. Et puis, ce que dit l'OFCE, je mentionnerai là, ils disent que tous les deux leviers principaux de la croissance économique, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, ne jouent plus aucun rôle d'entraînement. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que la consommation aujourd'hui est tombée au plus bas, alors que ce sont les ménages précisément qui payent les politiques d'austérité. Et le taux de chômage explose partout, le taux de pauvreté augmente également dans des proportions hallucinantes, taux de pauvreté de 22% en Espagne, 22% en Grèce, 16% en Allemagne. On l'oublie souvent, l'Allemagne est un pays qui connaît une pauvreté tout à fait importante, et 14% en France. Du côté de l'investissement, eh bien, il est suspendu. L'investissement est suspendu, les entreprises arrêtent d'investir, faute de moyens financiers et de perspectives. Concernant les marchés extérieurs, c'est-à-dire les exportations, qui sont l'obsession depuis une trentaine d'années, mais c'est touché de la même manière, puisque tous les pays de la zone euro de l'Union européenne mènent la même politique de priorité aux exportations, et ça s'annule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de pays ou de continents préservés vers lesquels on pourrait exporter les productions. Et donc, le système s'annule, s'auto-entretient, il auto-entretient la stagnation. Et donc, il peut y avoir, comme en ce moment, un petit regain de croissance, mais il n'y aura pas d'emploi, de relance de l'emploi. Ce qui est à noter également, c'est que cette politique est extrêmement dangereuse, parce qu'on voit que pour s'en sortir, les différents pays sont amenés de plus en plus à développer une guerre économique sur tous les fronts. Une guerre économique à base de dumping fiscal, à base de dumping social, qui, contrairement à ce que l'on nous explique sur la solidarité à l'intérieur de la zone euro de l'Union européenne, provoque exactement le contraire. Et ça rend d'autant plus pathétique les contre-arguments que nous envoie, par exemple, le parti gauche ou le parti communiste, quand ils nous disent oui, si vous voulez sortir, si on sort de l'euro, il va y avoir dévaluation, il y aura guerre des monnaies, il y aura concurrence accrue, et ça, c'est une inculture totale, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est incroyable, cet aveuglement qui tente de faire croire qu'aujourd'hui, nous sommes généralisés, c'est une inversion totale de la réalité. La réalité aujourd'hui, et plus encore demain, dans le système de l'euro, c'est la guerre. L'Union européenne, c'est pas la paix, c'est la guerre. Et de plus en plus, il va y avoir, pour que les pays s'en tirent, un individualisme accru de chaque pays, contrairement à l'illusion de la solidarité que certains croient trop
c'est-à-dire cet ensemble, ce magma, c'est probablement le système le plus sophistiqué mis au point par les classes possédantes pour neutraliser les peuples, pour les empêcher de mener des politiques alternatives. C'est donc un système qu'il faut abattre. Et il y a trois raisons principales. Je vais les énoncer et ensuite les détailler. Première raison pour laquelle il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne, deux à la fois, et en plus de manière unilatérale, c'est-à-dire pays par pays. Si on peut sortir groupé, comme le prétend le Front National, pourquoi pas, mais ça semble assez improbable. Donc mieux vaut compter sur ses propres forces et s'appuyer sur une sortie unilatérale. Donc, première raison pour laquelle il faut sortir de ce bazar, c'est que ça va dans le sens de l'histoire. Première raison. Deuxième raison d'une sortie unilatérale de l'Union européenne et de l'euro, c'est que c'est une condition indispensable à la sortie de la crise. Même si la sortie de l'euro de l'Union européenne ne suffit pas en elle-même, bien entendu. Il ne suffit pas de sortir pour que, par magie, la crise soit résolue. Il y a des pays qui ne sont pas dans l'euro, ni dans l'Union européenne, et qui sont en crise. Troisième raison, la sortie unilatérale de l'euro de l'Union européenne est un passage obligé pour reconstruire des relations de coopération entre les pays européens dans une perspective de démondialisation, de dépassement du capitalisme, de république sociale et d'un socialisme du XXIe siècle. Alors, première raison pour laquelle il faut sortir de l'euro de l'Union européenne, c'est que ça va dans le sens de l'histoire. Et je prendrai trois exemples pour illustrer cette idée. Le premier exemple, qui a déjà été plusieurs fois présenté, mais il faut le maîtriser, parce que c'est un argument massif. C'est une arme de destruction massive des arguments des défenseurs de l'euro. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer et à utiliser cet argumentaire, c'est celui de la zone monétaire optimale. Donc, je le rappelle très brièvement parce qu'on a écrit là-dessus, etc. Mais dans la hiérarchie d'argumentation, il faut commencer, à mon avis, par cet argument qui est décisif, qui est l'argument le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de zone monétaire optimale? C'est un concept économique qui a été mis au point par un certain nombre d'économistes dans les années 60 et qui explique que lorsque les pays veulent abandonner leur monnaie nationale pour partager une monnaie unique, il existe des conditions de réussite. Autrement dit, ils ont essayé d'établir la liste des conditions permettant le succès d'une telle opération qui n'est pas acquise d'avance. Il y a 5 conditions de réussite, je ne fais que les évoquer. D'abord, un accord politique. Il faut que les pays qui abandonnent leur monnaie, pour en partager une unique, aient une vision politique partagée. Parce que la monnaie, la politique monétaire, les institutions monétaires sont des instruments de la souveraineté politique. Il faut donc savoir dans quelle direction on veut aller, c'est-à-dire dans quelle perspective politique on s'engage. Donc il faut, pour que ça marche, déjà à l'origine un accord politique et, conséquence de l'accord politique, un accord sur la politique macroéconomique, application de la vision politique partagée. Deuxièmement, il faut des structures économiques suffisamment proches, c'est-à-dire une certaine homogénéité des niveaux de développement, des niveaux d'inflation, du niveau des salaires, de la productivité, du commerce extérieur, de la structure de la production, entre l'agriculture, l'industrie, les services. Il faut, troisièmement,
une diversification, une certaine diversification de la production. Il y a des pays qui sont dans une situation de mono-industrie, de monoculture, sont extrêmement fragiles dans une telle situation, parce qu'en cas de déséquilibre externe ou interne, eh bien, ils subiront un choc qu'ils ne pourront pas répartir sur une pluralité d'activités économiques. Quatrièmement, il faut la mobilité des facteurs de production, le capital et le travail. Pour le capital, pas de problème, la libéralisation du marché des capitaux a fait son œuvre, le capital était mobile. La main-d'œuvre, elle, ne l'a pas été, et elle ne pouvait pas l'être, et il ne fallait pas qu'elle le soit. Et dernier élément, qui n'est pas moindre, c'est qu'il faut un budget central. Un système de monnaie unique ne peut fonctionner que s'il existe au niveau central un budget significatif permettant de capter les ressources des pays qui sont en croissance économique et d'allouer ces ressources aux pays qui connaissent ces difficultés. C'est le modèle, c'est un peu le système américain, un État fédéral, dans lequel la proportion entre le budget de l'État fédéral et les budgets des États fédérés est dans une proportion quasiment inverse de celle du budget de l'Union européenne. Gros budget de l'État fédéral américain, tout petit budget de l'Union européenne, 1% du PIB. Alors que si l'on voulait que des mécanismes de transfert soient opérants et un effet sur la réalité économique et sociale, il faudrait au moins 30 à 40% du PIB comme budget européen. On voit bien que tout ça, ces 5 conditions, ne sont pas possibles et ne seront jamais possibles dans un horizon politique rationnel. C'est-à-dire si on regarde ce qui se passe dans chaque pays, les forces politiques en présence, et que l'on se projette à 3, 5, 10, 15, 20 ans, on ne voit vraiment pas comment tout ceci pourrait se mettre en place compte tenu des déséquilibres, des désaccords, des visions particulières que les uns et les autres possèdent. Alors on pourrait se dire, oui, d'accord, ça paraît logique, mais ils ont quand même fait la monnaie. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont bêtes? Ils n'avaient qu'à écouter ce que leur disaient ces économistes, et quand même, bon, c'était frappé au coin du bon sens. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ils n'ont pas écouté les économistes? Parce que si on suivait les recommandations de ces économistes, il n'y aurait eu que 3 pays qui pouvaient prétendre à entrer dans la monnaie unique à partir des critères de Maastricht qui sont venus après: l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Il y en avait 3 autres qui auraient pu coller au peloton dans les 2-3 ans qui suivent: l'Autriche, le Luxembourg, la Belgique. Mais politiquement, parce que tout ça c'est de la politique, il faut bien comprendre que tout ça, ça n'est que de la politique. Il faut qu'on maîtrise un certain nombre d'éléments techniques, mais l'essentiel, c'est l'aspect politique. C'est pour des raisons politiques que la monnaie unique a été faite. D'abord, s'ils n'ont pas, ces dirigeants politiques européens n'ont pas écouté ces économistes, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas politiquement démarrer la monnaie unique avec 3 pays, ou en élargissant 6 pays. Il fallait que dès le départ, il y ait une masse critique permettant de justifier tout l'argumentaire développé pour défendre la monnaie unique comme monnaie concurrente du dollar, comme miracle économique à venir en matière d'emploi, de protection sociale. Vous avez entendu les commentaires que j'ai faits, des citations de Giscard d'Estaing, de Martine Aubry, de Michel Sapin. Il fallait donc démarrer cette monnaie unique avec une certaine masse critique, c'est-à-dire un
dans les pays de l'Union européenne pour démarrer avec une masse critique, une cote mal taillée. La Grèce est arrivée, d'autres pays qui n'avaient rien à faire dans ce moment, qui n'étaient pas du tout capables de suivre ce qui était prévu. Et le pari qui était fait, c'était un double pari. Premièrement, si les pays ne sont pas capables de se mettre d'accord politiquement avant la monnaie unique, on va les coincer, parce qu'avec la monnaie unique, ils seront obligés de se mettre d'accord politiquement. Pari loupé. Puisque la réalité d'aujourd'hui, c'est que les divergences politiques entre les pays de l'Union européenne et de la zone euro singulièrement sont beaucoup plus importantes qu'au moment de la création de la zone euro. L'euro a joué comme un facteur de division et non pas d'union entre les pays. Et le deuxième pari qui était fait, c'était celui de la convergence. Dès lors qu'il y aurait la monnaie unique, il y aurait spontanément, par le mécanisme du marché, une convergence économique qui finalement aboutirait à la résolution des problèmes. Bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Ce n'est pas une convergence à laquelle nous avons assisté, mais là, une divergence. On le voit bien. Divergence sur tous les paramètres économiques entre certains pays du Nord, essentiellement l'Allemagne, et tous les autres pays. Donc, premier élément, la sortie de l'euro va dans le sens de l'histoire pour cette première raison. Deuxième exemple, pour montrer qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, et que ça va dans le sens de l'histoire, c'est que les peuples européens se détournent massivement de l'Union européenne et de l'euro. Alors j'ai fait une petite recension des études politiques, enquêtes d'opinion de ces 6 derniers mois sur la zone euro. Et je suis allé chercher ça au point de source, c'est-à-dire Eurostat, la Commission européenne, le Parlement européen eux-mêmes, qui ne peut pas suspecter de se tirer une balle dans le pied, encore que on pourrait des fois se poser la question. Et puis quelques instituts d'opinion sur eux. Alors, quelques éléments pour que l'on mesure bien où en est l'opinion publique, où en sont les citoyens de l'Union européenne, de la zone euro, en France. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ces sujets, et je pense qu'il est essentiel de savoir où en sont les gens sur ces différentes questions. Alors, une étude de l'Institut CSA d'octobre 2013, c'est pas vieux, voilà la question. L'impact de l'Union européenne est perçu de façon majeure. La conclusion, c'est que l'impact de l'Union européenne est perçu de façon majoritairement négative par les Français, surtout sur la situation de leur pays. La question est la suivante: pensez-vous que l'Union européenne a un impact plutôt positif, plutôt négatif, ou n'a pas d'impact sur votre situation personnelle? Un impact plutôt négatif, 49%. Pas du tout. C'est moins de ce système-là en particulier. Ensuite, autre question. Parmi ces expressions, quelle est celle qui résumerait le mieux votre perception de l'Union européenne? Intéressant de voir ce que pensent les gens au niveau européen. Là, on est en France. L'item qui arrive en premier, c'est la liberté de circulation des biens et des personnes, 23%. 23%, c'est-à-dire un résultat très faible. Un résultat très faible sur une question biaisée. La question est biaisée parce qu'il y a eu la campagne des 4 libertés. Vous en rappelez peut-être, je ne sais pas. Hein, l'Europe était présentée comme il fallait construire les 4 libertés. Liberté de circulation des capitaux, des services, des marchandises
et de la main-d'œuvre. Là, on parle des biens et des personnes. On ne parle pas des capitaux. Et on comprend pourquoi, parce que si ils avaient été honnêtes dans la question, ils auraient mis les 4 libertés entre guillemets. Il est probable qu'il y aurait eu moins de 23%, parce que dès lors qu'on ajoute la liberté des capitaux, les Français, en particulier, ont bien vu l'effet délétère de la circulation du capitaux. Bien, c'était une petite remarque. Ensuite, la perception de l'Europe, c'est la perte du pouvoir d'achat qui arrive avec 22%. 22%. Ensuite, la lourdeur administrative, 16%. La paix durable avec les voisins, c'est-à-dire l'argument essentiel sur lequel tape comme un sourd le système de Bruxelles, qui nous explique que l'Union européenne, c'est la paix. Mais attendez, 14% des Français considèrent que oui, c'est un acquis, 14%. Et puis, ensuite, la concurrence accrue en matière d'emploi, 13%. Les opportunités économiques, 5%. C'est absolument accablant. C'est un écroulement total du système de l'Union européenne auquel on assiste, qui n'est pas parvenu au cerveau des dirigeants politiques, de certains dirigeants politiques, ou quand il arrive au cerveau de ces dirigeants politiques, c'est pour masquer cette réalité, pour créer des rideaux de fumée, empêchant l'émancipation des peuples d'Europe. Bon, je vais m'arrêter là sur ce sondage. Alors, je vais en citer un ou deux encore pour enfoncer le clou, parce que il faut vraiment que ça rentre. Alors, si il y avait, c'est un sondage de l'IFOP, juillet 2013, si le référendum de Maastricht avait lieu aujourd'hui, le non leur porterait à 64%. Je rappelle que le non avait perdu, le non avait obtenu que 49%. C'est important. Bien. Alors, bon, je passe peut-être dans la discussion, je réinjecterai quelques éléments. Troisième exemple pour montrer que la sortie de l'euro de l'Union européenne va dans le sens de l'histoire. Des personnalités de plus en plus nombreuses, des organisations de plus en plus nombreuses, progressistes, se prononcent désormais plus clairement pour la sortie de l'euro de l'Union européenne, ou les deux, ça dépend, des fois c'est un peu bizarre, ils sont pour la sortie de l'euro, mais pas pour la sortie de l'Union européenne, ou l'inverse, c'est des situations un peu bizarres, mais en tout cas, il y a un courant très puissant qui est en train de naître, qui va devenir irréversible. En Allemagne, c'est le coup de tonnerre d'Oskar Lafontaine. Aux Pays-Bas, il y a un parti progressiste qui porte ses idées. En Belgique, il y a un débat à l'intérieur du Parti communiste belge avec d'autres forces et personnalités qui commencent dans un pays qui est le siège de la Commission européenne, le siège de l'OTAN, qui est très impliqué dans ces affaires, bien qu'il y a une résistance qui s'organise. En Grèce, il y a une scission de Syriza très intéressante où un nouveau parti s'est créé, le plan B, sur la base précisément de la sortie de l'euro, parce que Syriza, comme le Front Gauche, est dans une impasse. Il y a un parti communiste grec, de position, bon, on va discuter. En Espagne, les jeunesses communistes sont pour la sortie de l'euro, des dirigeants d'attaque. Au Portugal, un livre écrit par un économiste fait un tabac qui préconise la sortie de l'euro, et le Parti communiste portugais est en train de débattre de manière très intéressante. On aimerait que ça se passe comme ça en France, où le débat est verrouillé. Il y a quelques lâchers de vapeur ici ou là, parce que la pression est trop forte,
organise la sortie de l'euro de l'Union européenne en France. En France, on se sent moins seul de l'homme paix. Ça, c'est très bien, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnalités et d'organisations qui évoluent. Le chef d'État évolue vers une sortie de l'euro unilatérale. Il n'est pas encore tout à fait à ce point-là, mais il y a. Frédéric Lordon, c'est la même chose. Il était très intéressant sur son évolution, très intéressant. Il en est là à la monnaie commune. On en rediscutera peut-être plutôt qu'à la monnaie unique, mais il accepte, il comprend, il développe des arguments tout à fait intéressants. Emmanuel Todd s'est prononcé récemment de la sortie de l'euro. Phénomène tout à fait nouveau, il y a de l'intérieur du front de gauche quelque chose qui vient de naître avec le livre de Cédric Durand. Cédric Durand, qui est un jeune économiste d'une fraction du MPA, qui est sorti du MPA pour rentrer au front de gauche, je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas, il développe une argumentation intéressante, avec quelques limites, puisque pour lui, nous sommes nous, être des nationalistes, mais il ne faut pas se laisser impressionner par cela. Il donne des gages aux gens du front de gauche pour ne pas être écrasés. Parce que s'il ne disait pas cela, il serait écrasé, ne pourrait pas. Donc il a fait ce qu'il fallait, il a dit l'EFF nationaliste, comme ça il peut dire ce qu'il a dit. Il se dévoile vis-à-vis de cette gamme. Mais ce qu'il dit, me semble Durand, intéressant, puisqu'il dit qu'il faut sortir de manière unilatérale de l'euro, même si en Europe ça a beaucoup de précautions, pour ne pas se faire mettre au corner par le front de gauche. Il faut voir ce qu'il prend. Il est attaqué de manière absolument scandaleuse par des dirigeants du front de gauche, par des dirigeants d'Attac, par des dirigeants de la Fondation Copernic, qui ne peuvent pas supporter que pour la première fois de l'intérieur du front de gauche, il y ait une expression et un débat sur ces questions-là. Alors, on va lui proposer, je pense, une discussion à Cédric Durand. Je pense qu'il verra s'il accepte ou non. Mais ce sera intéressant, en tout cas, on va s'exprimer et nous prendrons des initiatives autour de cela. Et puis, il y a nos amis du BRCF, avec lesquels nous sommes très liés, et puis il y a le POMI, avec lequel on aimerait faire plus de choses, mais qui pour l'instant préfère la lutte syndicale seulement. Et donc, la force qui est en train de se mettre en place va devenir irréversible. C'est ça, aujourd'hui, la marque de la situation, un rejet du système et quelque chose qui va devenir irréversible. Je termine tout ce troisième exemple sur un livre que je vous recommande. C'est un livre de Robert Saleh, qui est un économiste particulier. Le texte qu'il défend, je dis, s'appelle Le viol d'Europe, enquête sur la disparition de l'unité. La particularité de ce livre de Robert Saleh, c'est qu'il a fait une recension exhaustive, un peu à la manière des Américains, comme on travaille avec les Américains, qui sont très procéduriers quand ils font un boulot, ils abordent tout, de A jusqu'à Z. Vous avez la lettre, voilà. Donc vous êtes dans un univers total dans lequel on peut déduire un certain nombre de choses. Et donc il a utilisé cette méthode américaine. Il a consulté la totalité, grande partie des documents fondateurs de l'Union européenne. Et la conclusion, c'est que cette étude pièce par pièce lui montre que de 45 à 92, il est allé chercher les racines de la crise dans les textes de 1945 à 1992. Et voilà ce qu'il en retire. Il déconstruit le récit de
libérale ces dernières années. Ils ne vont même pas à l'accélération annoncée par Jacques Delors, qui après avoir commis ses méfaits comme ministre des Finances en France, au tournant de l'arrière, est allé poursuivre la même politique au sein de l'Union européenne. Et donc là, il y a eu aussi un tournant. Mais c'était avant. C'était dès le traité de Rome que le fer était enfui. Et il y avait donc les racines de la crise actuelle se trouvent dès le traité de Rome. Donc voilà ce qu'il dit. Je pense que c'est intéressant. Et donc je vais conclure finalement en réduisant les autres points que je vais développer. J'énonce rapidement la deuxième idée qui justifie la nécessité de la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne, c'est que c'est une condition indispensable à la sortie de la crise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir de la crise? Pour nous, il faut être fait, ça veut dire résoudre les problèmes de la population. C'est pas bon. Résoudre les problèmes de la population, ça passe d'abord par la suppression du chômage et de la précarité. Ça passe d'abord par ça. Et ça passe aussi par la remise en place d'un système de protection sociale efficace, des services publics efficaces. Voilà, c'est ça les sujets. Pour y parvenir, il faut des moyens financiers. Moyens financiers que l'on obtiendra par l'annulation de la dette publique. Nous aimerions bien qu'un certain nombre de forces politiques nous rejoignent sur cette orientation de l'annulation de la dette publique. Parce que c'est comme ça que l'on va dégager des moyens financiers. Pour réaliser un tel programme, suppression du chômage et de la précarité, redressement et élargissement de la protection sociale, développement des services publics, il faut sortir du Nord. Le contrôle des changes et des mouvements de capitaux, l'obligation, l'interdiction de mesures protectionnistes. On ne peut pas briser les marchés financiers sans remettre la main sur la politique monétaire et la Banque de France, en rompant le lien avec la Banque centrale européenne, et donc de pouvoir nous combattre en réintroduisant le franc à la place de l'euro. Bref, troisième et dernière idée, c'est le fait que la sortie de l'euro et de l'Union européenne est justifiée pour, si l'on veut, reconstruire des relations de coopération entre les pays européens dans une perspective de démondialisation, de dépassement du capitalisme et d'un socialisme du XXIe siècle, avec ça comme on veut, social, ceci, cela, bon, bref. Mais dans une perspective qui est un au-delà du capitalisme. Et donc, ça nécessite de s'interroger sur la nature de l'Union européenne. La nature de l'Union européenne, c'est un peu ce qu'a essayé de rechercher Robert Stallet, dont vous parlez il y a un instant. La nature de l'Union européenne, c'est de tenter de savoir s'il y a une essence de l'Union européenne. Parce que s'il n'y a pas d'essence, ou si la question n'intéresse pas, on est quand même ballotté, on est livré à des analyses de faible amplitude. Le texte dont on parlait du Parti communiste ou les textes du Parti de gauche, etc., font l'impasse tous sur cet aspect des choses, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou non une essence de l'Union européenne. Dès lors que l'on ne veut pas aborder le problème, on peut tout dire, on peut expliquer comme ils le font que l'Union européenne c'est la paix, c'est le modèle social européen, c'est une volonté de solidarité, comme on peut raconter n'importe quoi, c'est ce qu'il faut. Mais si on
témoigne des raisons pour lesquelles ce système a vu le jour. Et on arrive à la conclusion de Robert Salet, c'est-à-dire ce système d'abord a été mis en place par les Américains dans le contexte de la guerre froide, c'est une relique de la guerre froide. Et aujourd'hui, il donne les fruits qu'il portait dès le départ. Il n'y a aucune surprise à avoir. Donc, il faut mener le combat sur cet aspect-là. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'on ne peut pas transformer ce système qui, par essence, a été conçu pour une mission très particulière et qui n'est pas amendable. Il faut le démanteler, si l'on veut passer à quelque chose d'autre. C'est comme si on s'imaginait vouloir transformer le MEDEF de l'intérieur. Le MEDEF, il a une essence qui est celle de la défense des intérêts des classes possédantes, des entrepreneurs, des grands entrepreneurs. Est-ce que ça aurait un sens de vouloir transformer le MEDEF de l'intérieur? Ça n'a aucun sens. Il est programmé pour ça. Sinon, c'est plus le MEDEF. L'Union européenne, c'est pareil. Elle est programmée pour défendre les valeurs et les intérêts des classes possédantes. Il faut démanteler ce système. On ne peut pas le transformer. Et c'est ça qui nous oppose, pour l'essentiel, au fond de gauche, malheureusement, qui se laisse, je ne parle pas des partis socialistes des autres, mais de ceux avec lesquels nous voudrions aller plus loin, ceux avec lesquels nous pensons qu'il y a un axe politique à développer. Mais pour l'instant, c'est pas vrai. Donc voilà quelques éléments sur les raisons, disons, politiques essentielles à mes yeux, qui impliquent la bataille pour la sortie unilatérale de l'Union européenne et de l'euro. Cette bataille, donc, il faut poursuivre, amplifier, au moment où nous observons que dans la population, les choses commencent à frémir de manière extrêmement intéressante. Tout le succès de